C'était l'entretien exclusif de Monseigneur Barbarin, diffusé simultanément sur notre antenne et sur l'antenne de la chaîne KTO. Et retour en studio pour notre édition spéciale avec nos deux invités, Luc Champagne, délégué épiscopal famille et société du diocèse de Lyon, et Étienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée. Messieurs, nous avons écouté, comme nos auditrices et nos auditeurs, la réaction de Monseigneur Barbarin aujourd'hui après l'annonce du pape qui n'a pas accepté donc sa démission. Comment avez-vous trouvé, de manière d'abord générale, Monseigneur Barbarin pendant ces 20 minutes d'entretien? Luc Champagne. Eh ben moi, je le trouvais d'abord serein, mais aussi assez pointu sur plusieurs choses. Je trouve qu'il a d'abord bien situé sa décision. Ensuite, je trouve qu'il a donné chance à l'avenir. Et puis, il y a eu le commentaire sur les aspects plus juridiques sur lesquels je suis peu branché. C'est en fin d'entretien, oui. Mais je précise sur situer la décision. Il me semble que c'est à la fois un respect du diocèse qui souffre, mais d'abord un respect des personnes et des victimes. Je trouve que dans la première partie, il a insisté là-dessus, je trouve que ce grand respect situe bien la situation. Et la deuxième partie qui est donner chance à l'avenir de notre diocèse. Étienne Piquet-Gauthier. Oui, c'est même question, évidemment. C'est une réaction que j'attendais. C'est vrai qu'un communiqué de presse ou une lettre au diocésain, ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui passer par un entretien vidéo, un entretien audio. Et c'est vrai que c'est important que le cardinal explique dans quel état d'esprit il se trouve. Moi, j'étais avec lui à Rome hier, et c'est vrai que depuis le début, on le trouve dans une certaine sérénité. Comme il le dit souvent, je suis dans la main du Seigneur. Ça veut dire qu'il a une forme d'abandon que nous côtoyons à peu près tous les jours. Et c'est vrai que depuis le procès, il y a quand même une recrudescence sur la personne même du cardinal. Et c'est vrai que ça devenait compliqué pour lui, pour nous, pour le diocèse. Et le diocèse prime. Je ne sais plus quel numéro il est après Saint-Potin et Saint-Irénée, mais il y aura un autre évêque après Barbarin, il y en a eu un avant, et sa personne importe peu, il le dit souvent. Donc là, il l'a dit d'ailleurs. Il le dit souvent, et c'est vrai que, à nouveau, c'est la preuve qu'il sait se retirer pour le bien du diocèse, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut apaiser le diocèse. Pour justement faire la transition avec ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de phrases qui sont importantes dans cet entretien, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Condamnation ou pas, il le fallait. Oui, je crois qu'on est arrivé à un bout de processus. C'est-à-dire qu'il porte jusqu'à une certaine durée la responsabilité. Il va pouvoir se défendre en appel, mais le diocèse doit continuer à vivre, et c'est ce que dit Luc quand il parle de préserver l'avenir. C'est-à-dire que peu importe l'homme, je pense que ce qui est important, c'est de s'intéresser à son propre, je parle pour moi, à mon propre attachement au Christ. Peu importe l'institution, peu importe le pasteur, je dirais presque. C'est ce que j'ai, moi, éprouvé quand j'ai rencontré beaucoup les chrétiens d'Irak, qui, eux, ont vraiment dans leur chair eu à vivre ce dilemme entre garder leur maison, garder leur terrain et rester attaché au Christ. Et moi, c'est aussi ce message que je retiens dans la démarche du cardinal, c'est l'attachement au Christ. Moi, Étienne, quel est mon attachement ? C'est un attachement à Philippe Barbarin, et Dieu sait que je suis proche de lui, ou est-ce que c'est un attachement à l'institution, est-ce que c'est un attachement au bâtiment église? Je pense que la vraie conversion à laquelle toute cette affaire nous appelle, c'est quel est mon attachement personnel à la personne du Christ. Luc Champagne, une autre phrase aussi importante que j'ai soulignée, une page se tourne. Est-ce que pour vous aussi, une page se tourne et il était temps? Oui, manifestement, il était temps, et une page se tourne parce que, encore une fois, et ça a été dit plusieurs fois déjà, il y a des souffrances multiples. D'abord celles des victimes, mais aussi celles des chrétiens. Et même je pense aussi à nos prêtres qui sont en permanence soupçonnés aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Et ça, je pense que pour les prêtres, pour les communautés, pour les victimes, je pense qu'il fallait une étape forte. Cette étape arrive, elle est bienvenue. Maintenant, il faut vraiment construire, apaiser, penser que nous avons beaucoup de choses à faire dans la société elle-même. L'Église a quelque chose à faire dans la société. L'Église est d'utilité sociale dans la société. Et ça, c'est notre pari si on veut que l'Évangile soit vécu aujourd'hui de façon, alors j'ai presque envie de dire, un peu mieux. Il y a une phrase c'est à la fin, quand on est un petit peu sur les questions juridiques, Monseigneur Barbarin dit « Il fallait le réveil de l'Église, mais aussi celui de la société ».
Est-ce qu'on n'est pas un tournant, effectivement? Oui, mais je pense qu'on l'a bien vu sur de nombreuses crises qu'on a connues récemment, avec l'attention aux femmes, par exemple, qui a surgi brusquement dans la société. Et cette histoire ce crime qu'est la pédophilie n'est plus vécu aujourd'hui comme elle a été vécue il y a 20 ans. Donc il faut que la société aussi, globalement, se réveille. On a dit beaucoup aussi que c'était un désastre pour l'Église, et on le redit, c'est un désastre pour l'Église, mais dans la société, il y a aussi beaucoup de choses à réenvisager sur la pédophilie dans les familles. C'est quelque chose aussi de catastrophique. C'est quelque chose de catastrophique dans l'enseignement, dans le sport. Donc c'est vrai que la société est interpellée, et si la crise de l'Église peut permettre ce service de la société, c'est bienvenu. Merci à tous les deux. On va marquer une pause parce qu'il est l'heure du journal, quasiment 18h40. Vous êtes en direct sur RCF pour une édition spéciale, je vous le rappelle. Le journal dans quelques secondes. RCF, Élise Chardonnay. Cette semaine, on va parler du jeûne. Pas le jeûne bien-être ou détox, mais celui que les chrétiens sont invités à vivre pendant le carême. Nicolas de Chézel, directeur des parcours Alpha en France, nous éclaire sur le sens chrétien du jeûne. Une invitation à se détacher des habitudes dont nous sommes dépendants pour laisser plus de place à Dieu. Le b.a.-ba du christianisme, c'est ce mardi à 22h. Le journal, 18h40, vous êtes sur RCF, présenté par Christelle Bancollet. Bonsoir Christelle. Bonsoir Jean-François. L'industrie, un secteur qui recrute plus de 3000 personnes chaque année. Le département de l'Ain multiplie les animations pour attirer les plus jeunes. L'actualité, c'est aussi le premier festival de l'entrepreneuriat sur la métropole de Lyon. Objectif, encourager les créations d'entreprises en hausse depuis 2017. Enfin, les habitants du sud de la Drôme, au plus près des pompiers, la caserne de Pierre-Latte propose désormais une garde de jour pour raccourcir les délais d'intervention. Dans l'actualité, bien sûr, aussi, c'est la déclaration du cardinal Philippe Barbarin. Il s'est exprimé par la voie d'un communiqué de presse aujourd'hui. Sa démission n'a pas été acceptée par le Saint-Père suite à leur entrevue hier. L'archevêque de Lyon dit vouloir se mettre en retrait, laissant la conduite du diocèse à compter de ce jour au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten. Nous retrouverons en exclusivité Étienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée, et Luc Champagne, délégué épiscopal du diocèse de Lyon, à la fin de ce journal pour réagir et commenter cette actualité, bien sûr. À suivre dans ce journal, l'industrie, une voie d'avenir pour les jeunes dans l'Ain, Christelle. Eh bien, en cette semaine de l'industrie, plusieurs animations sont proposées sur tout le département pour redorer le blason d'un secteur boudé par les jeunes. Il faut dire que plus de 3000 personnes sont embauchées chaque année dans le domaine de l'industrie. D'après les précisions de François Perrier, le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie de l'Ain, au micro d'Antoine Avessan. C'est en milliers d'emplois chaque année qui sont offerts par l'industrie dans l'Ain. Et notamment aussi pour des jeunes, pas seulement pour des gens qualifiés, évidemment les industries recherchent en priorité des gens qualifiés, mais aujourd'hui les industriels, je pense, sont de plus en plus prêts à embaucher des jeunes. Il y a plusieurs modalités de recrutement. Bon, il est vrai que l'industrie étant de plus en plus technique, on cherche des profils avec une certaine compétence. Donc ça peut commencer au niveau du bac pro, ça peut être des DUT, ça peut être des ingénieurs, mais l'apprentissage également est en train de retrouver ses lettres de noblesse, grâce aux mesures qu'a pris le gouvernement. Et puis je pense qu'il y a un changement d'image aussi qui est en train de se faire dans l'opinion. L'apprentissage est de plus en plus accepté, à la fois par les entreprises et par les jeunes. Donc c'est aussi une voie pour entrer dans l'industrie. Économie toujours, dynamiser les créations d'emplois, c'est aussi l'ambition de la toute première édition du Festival des entrepreneurs. Un festival organisé par l'IVE, la communauté d'entrepreneurs portée par la métropole de Lyon. La ville s'est imposée comme l'une des plus dynamiques de France avec près de 20 000 créations d'entreprises en 2017. Pour Pascal Frédier, entrepreneur et membre du comité stratégique de la métropole, ce festival est une première en France. C'est une première nationale, ce qui est intéressant, et c'est un peu à la star du cinéma et de la musique de faire un festival dédié à l'entreprise, parce que c'est une chose importante. L'idée, c'est de mettre au cœur du problème le développement économique, de créer des conditions pour que les entreprises se sentent bien, grandissent et créent de l'emploi, ce qui est la finalité. La métropole a fait une belle création, puisque en 2017, les chiffres étaient de 19 600 créations, et c'était un plus 14% par rapport à 2016. Donc il y a une vraie tendance, il y a un vrai engouement, tant chez les jeunes, chez les quinquas, qui aussi essayent de voler de leurs propres ailes, et il faut créer les conditions pour que ces gens-là passent à l'acte, créent des structures, se sentent bien, les développent et trouvent localement des bonnes conditions pour pouvoir se développer.
Le festival se déroulera dès demain sur 2 jours, les 20 et 21 mars, sur toute la métropole de Lyon. L'inscription aux ateliers est gratuite mais obligatoire. Le programme est disponible sur le site lyve-lyon.com. La Savoie s'engage à son tour dans une campagne contre le glyphosate. Des prélèvements d'urine ont déjà été effectués en Haute-Savoie où le résultat est sans appel. 100% des volontaires de la Roche-sur-Foron sont contaminés au glyphosate. Alors le collectif savoyard qui lance la campagne contre le pesticide ne se fait pas d'illusions. Le résultat sera sans doute le même. Yves Meunier, le porte-parole de la campagne Glyphosate 73, il était au micro d'Anne-Charlotte Bec-de-Lièvre. L'objectif, c'est de montrer qu'effectivement, un beau département comme la Savoie, où il y a très peu de grandes cultures, eh bien, malgré cela, nous sommes tous exposés à avoir du glyphosate dans les urines, ce qui est pas très rassurant. La mise en évidence va permettre d'attirer l'attention des services publics et de tous les utilisateurs. Éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, il y a déjà de nombreuses personnes qui ont procédé à des dépôts de plaintes dans chacun des tribunaux auprès de toute la chaîne de responsabilité qui fait qu'on trouve du glyphosate dans les nappes phréatiques. Plus on sera nombreux, plus ce dépôt de plainte aura de poids sur les différents services. À Pierrelatte, dans le sud de la Drôme, les pompiers proposent désormais une garde de jour. Une nouveauté en effet pour la caserne de Pierrelatte qui ne compte que des pompiers volontaires. Désormais, 4 d'entre eux seront de garde à tour de rôle, prêts à intervenir de 7h à 19h à la caserne. Caroline Pratt s'est rendue auprès de Laurent Lanfray, le président des pompiers de la Drôme. Jusqu'à maintenant, personne n'était d'astreinte. Il y avait un accident quelque part, ça bipait chez eux ou au travail. Ils quittaient leur domicile ou leur travail, ils venaient à la caserne, ils se changeaient, montaient dans le camion, ils partaient en intervention. Et bien désormais, les sapeurs-pompiers seront en tenue, présents à la caserne, et donc dès que ça bipera, dès que ça sonnera, ils seront prêts à partir. On gagne tout le temps d'alerte et le temps pour rejoindre la caserne. Donc c'est à peu près 5 minutes de gagner en moyenne, c'est considérable. Les pompiers de Pierrelatte sont intervenus 1597 fois l'an dernier, les 2 tiers pour des secours à personne. Grâce à cette permanence, les délais d'intervention sont ainsi raccourcis, comme l'explique Didier Amadei, le contrôleur général des pompiers. C'est ce qu'a arrêté le préfet de la Drôme en avril 2015, comme délai d'intervention maximal 16 minutes pour 95% de la population en milieu très urbanisé et 25 minutes en zone, on va dire, plus de montagne. À la caserne de Pierrelatte, cette garde de jour assurée par 4 pompiers sera renforcée par 2 pompiers, eux d'astreinte, qui pourront être bipés et permettre une deuxième intervention en simultané. Et pour terminer, un mot de météo. Christelle, c'est très simple. Demain, il y a du soleil partout et les températures augmentent. Et oui, une météo sans nuages, matin comme après-midi. Un temps printanier qui affichera des valeurs de moins 4 à 12 degrés le matin et de 7 à 17 degrés l'après-midi. Merci Christelle, c'est la fin du journal, 18h47 sur RCF. Tout de suite, retour en studio avec nos invités du soir. Chaque mardi, dans l'écho des solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à une problématique économique et à ses solutions. Partez à la rencontre des entrepreneurs du changement et abordez l'économie sous un angle nouveau. L'écho des solutions, c'est ce mardi à 23h. Retour en studio pour notre édition spéciale ce soir sur RCF avec nos 2 invités, Luc Champagne, délégué épiscopal famille et société du diocèse de Lyon, et Étienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée. Rebonsoir messieurs. Rebonsoir, depuis 18h10, nous sommes ensemble pour commenter l'actualité du Monseigneur Barbarin, dont la démission n'a pas été acceptée par le pape François, mais il a décidé de se mettre en retrait. Pour faire simple et résumer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, on l'a écouté pendant 20 minutes lors d'une interview exclusive à KTO. Je voulais également qu'on développe un petit peu son sens de la mesure. J'ai trouvé l'archevêque de Lyon très mesuré dans ses propos. De manière générale, est-ce que vous partagez mon opinion ? Je pense qu'on est dans une phase où il faut apporter de la paix. Donc ça ne sert à rien de rajouter des difficultés et de rajouter une injustice à l'injustice. Et je pense que le cardinal, il a une position et une décision qui est de retrait, de silence, il l'a dit, de désert, puisqu'on est en période de carême.
et il considère qu'il vaut mieux qu'il donne les rênes du diocèse à son vicaire général modérateur. Et c'est en effet une position qui est sage. D'autant que, alors je ne sais pas si la question peut se poser ainsi, mais un certain nombre d'observateurs ont décrit un homme, ce qui peut être logique, un peu fatigué par les événements. Est-ce qu'il avait peut-être aussi besoin de souffler, tout simplement ? Ça certainement. Je pense que c'est une charge lourde depuis de nombreuses années sur cette affaire précise, mais la charge aussi épiscopale n'est pas simple. Il est ici depuis 17 ans et donc peut-être que des choses se sont accumulées, peut-être que les erreurs qui ont été dites sont aussi le fruit de cette charge sur le long terme. Mais je trouve que le mot « mesure » est intéressant parce que quelque part, ça permet de ne pas insulter l'avenir et de donner la chance que nous redémarrions sur un certain nombre d'organisations, de projets. Et cette mesure va nous aider maintenant à rentrer dans un travail, ou poursuivre le travail, mais aussi l'approfondir probablement. Est-ce que cette mesure, cette décision peut paraître comme inattendue pour le commun des mortels, à votre avis ? Oui, c'est ce qu'on a dit. Enfin, ce que j'ai dit pour ma part, c'est une surprise. On a dit aussi que ce n'était pas très habituel comme forme, mais quelque part, c'est aussi prendre acte d'un certain nombre de choses. Très concrètement, dans cette affaire, on peut dire que l'Église enfin s'aperçoit. Je dis enfin. J'espère que c'est plus que ça. Enfin, s'aperçoit que c'est pas l'institution qui est première, mais bien les personnes. Luc Champagne, je vous ai vu, Étienne Piquet-Gauthier, je vous ai vu réagir au propos de Luc Champagne, justement. Ah mais moi, je partage. Je pense qu'on est dans un temps où le diocèse de Lyon, comme il l'a souvent fait dans l'histoire, va pouvoir innover. Et je l'appelle de mes voeux, c'est-à-dire que on a eu une lettre du pape qui est peut-être passée inaperçue au mois d'août, qui écrit au peuple de Dieu et qui invite les laïcs à prendre leur part. C'est pas par hasard que vous avez 2 laïcs devant vous. Vous auriez pu avoir le vicaire général, vous auriez pu avoir un évêque auxiliaire. Et il se trouve que le cardinal là-dessus fait confiance et donne aussi une autorité à des laïcs. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin dans la gouvernance du diocèse. Et c'est vrai que je pense que le diocèse pourra innover, y compris dans sa façon d'avancer et de servir les autres. Je parle pour la Fondation Saint-Irénée. On constate chaque année, la Fondation soutient à peu près 80 projets pour 3 millions d'euros. C'est là aussi l'Église qui agit. Sauf que toutes les actions de l'Église sont devenues inaudibles à cause de l'affaire Prénat et de l'affaire Barbarin. Et c'est vrai que les chrétiens sont engagés, vous le voyez dans tous les axes et on oublie de le dire. Et je pense qu'il faut à nouveau avoir une communication positive et une communication au service de l'homme. Est-ce que l'exemple, vous parlez d'exemple lyonnais, mais est-ce que l'exemple doit quand même pas être plus que lyonnais aujourd'hui ? C'est l'Église en général. Mais je pense que ce qui vient d'arriver est un événement d'église au sens large du terme. L'événement ne concerne pas seulement l'église de Lyon, mais l'église tout entière. Notre église en France, bien sûr. Mais aussi l'église internationale. On a bien vu qu'il y a des crises aussi dans de nombreux pays. Peut-être même qu'on est devant d'autres crises. N'ayons pas peur de... Si on veut vraiment balayer tout ce qui est à balayer, peut-être qu'on est devant d'autres crises. Et quelque part, nous participons à au nécessaire, je dirais, pas le blanchiment, mais vraiment revenir sur des choses essentielles. Je pense que c'est ça. Et Étienne insistait tout à l'heure sur notre rapport à la foi, notre rapport au Christ. Ça aussi, c'est important de le dire de temps en temps, même s'il y a eu des dérapages de l'institution et de certaines personnes. L'une des associations, La Parole Libérée, qui a été justement dans ce procès qui nous a occupé de longues semaines, de longs mois, pour ne pas dire plus, ce soir a quand même réagi à l'actualité, forcément, et on doit les citer, c'est impératif pour être exhaustif sur la question. Et par la voix de François Deveau, l'association, ouvrez les guillemets, pour elle, c'est l'erreur de trop. Cela paraissait improbable que le pape puisse faire une telle erreur, c'est incroyable. Comment peut-on aujourd'hui commenter cette phrase du point de vue des victimes ? Eh bien, je vais reprendre aussi ce qu'a dit le pape, c'est que devant certaines souffrances, les réponses ne seront jamais suffisantes. Et je pense qu'on est dans cet espace où la souffrance est telle que, quoi qu'on fasse, ceux qui souffrent souffriront encore. Alors, soyons justes, il faut aussi trouver des espaces pour que cette souffrance soit apaisée.
Mais quelque part, leur réaction n'est pas scandaleuse. Leur réaction est celle de gens qui souffrent. Respectons ça, même si on peut espérer qu'un apaisement est possible. Étienne Piquet-Gauthier. Moi, je voudrais profiter de cette interview pour remercier La Parole Libérée, parce que je pense qu'elle a permis de révéler beaucoup de choses, l'ampleur notamment des désastres du père Prénat, et c'est quand même lui le fautif, c'est lui le salopard, pardon pour le terme, et pour l'instant on n'en entend pas parler. Et moi j'en veux un peu à la justice de mon pays de condamner quelqu'un, le cardinal Barbarin, sans avoir d'abord condamné le père Prénat. Et dans l'ordre des choses, on aurait dû d'abord juger le criminel avant de juger celui qui n'a pas pu ou n'a pas su dénoncer avec des lois qui ont évolué entre-temps. Et moi, j'en appelle vraiment à une fixation de la date du procès rapidement, parce que tant que les victimes n'auront pas regardé dans les yeux Prénat et auront pu avoir ce travail de vérité sur la place publique, parce que le cardinal l'a très bien dit, la justice est très bien faite en France. Et moi, j'en appelle vraiment à un sursaut de la justice française pour qu'elle se dépêche, car je ne voudrais pas que le père Prénat meure avant d'avoir rendu des comptes. Rendu des comptes, ouais. Vous parlez de souffrance tous les deux, et c'est vrai que Monseigneur Barbarin l'a dit dans cet entretien tout à l'heure. Il a dit « J'ai reçu un certain nombre de victimes, justement, qui m'ont fait part de leur souffrance. Vous souffrez, vous, Monseigneur Barbarin, ou l'Église, depuis 3-4 ans. Nous, ça fait 30 ou 40 ans. » Et là, justement, on boucle peut-être un peu une boucle, pour rebondir sur ce que vous disiez. Et je pense que la souffrance, comme l'a dit Luc, elle ne va pas s'arrêter avec une décision de justice. Et pour nous, c'est un processus très long de comprendre. On a tous découvert qu'il était impossible pour une victime pédophile de parler immédiatement. On s'est rendu compte que les familles n'avaient pas entendu la parole de leur enfant. Je suis père de famille, mes enfants sont chez les scouts, j'ai moi-même été chef scout, et je dirais aujourd'hui la pratique ne peut plus exister, il faut que les parents exercent leur contrôle, et je dirais que tout ce qui peut être fait pour que la maison soit sûre doit être fait. Et je peux dire aujourd'hui clairement que depuis quelques années, l'Église fait tout pour que ces horreurs ne se reproduisent pas. Le pape l'a dit aussi, parce que dans son communiqué, le communiqué du Vatican, aujourd'hui, le Saint-Siège tient à redire sa proximité avec les victimes d'abus, avec les fidèles de l'archidiocèse de Lyon et avec toute l'Église de France qui vivent des heures douloureuses. Donc là aussi, le pape, pour vous, a répondu de manière claire, nette et précise à ce qui s'est passé ici. Le pape a répondu en nous donnant notre responsabilité. Je dis notre parce qu'il l'a d'abord donné au cardinal, mais il le donne aussi à l'Église de Lyon. Et donc l'Église de Lyon a une responsabilité aujourd'hui pour avancer sur un certain nombre de questions. On les a évoquées. D'abord, qu'on ne soit plus devant des situations aussi terribles. Donc il y a sûrement des problèmes de formation, des problèmes de vie commune qui permettent aussi d'apaiser un certain nombre de difficultés personnelles, de difficultés même sexuelles, n'ayons pas peur des mots. Et donc il faut que, quelque part, ce qui nous arrive soit quelque chose qui nous aide à nous améliorer, qui nous aide à être en empathie chaque fois qu'il y aura une horreur qui sera... parce que ça peut encore arriver. Hein, et ça, il faut qu'on se batte pour que ça n'arrive pas, mais en même temps, il faut travailler. Donc c'est un mal pour un bien, c'est ce que vous me dites depuis maintenant une petite demi-heure. C'est une formule. C'est une formule, mais c'est vraiment ça. Acceptons-la, oui. Oui, moi j'insiste vraiment sur on est en période de carême, j'insiste vraiment sur un examen de conscience de chacun. Quand Luc parle de l'Église de Lyon, c'est moi l'Église de Lyon, c'est pas seulement le cardinal. Donc, quelle est moi ma conscience, comment je réagis quand j'apprends quelque chose qui pourrait être condamné ou condamnable, et comment moi je change mon Église si je ne la trouve pas à mon goût. Et je pense que l'Église a vraiment besoin de se réformer. Je trouve qu'on est à une période passionnante parce que on n'a pas le choix. Et je pense qu'il va falloir que les laïcs, les clercs, tous ceux qui veulent servir le Christ se mettent en marche, mais avant ça, il faut quand même être en paix avec sa conscience. On a 1 minute devant nous avant de conclure. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, sans avoir de vision claire, nette et précise, mais que c'est quand même un moment d'histoire? C'est toujours difficile de dire on vit un moment d'histoire, c'est avec le recul, mais est-ce qu'on peut en avoir conscience aujourd'hui? Oui, j'espère que pour l'Église, c'est un moment décisif. Et donc, c'est peut-être un moment d'histoire, je ne sais pas, mais c'est un moment décisif parce que je pense que les chrétiens ont une mission au cœur de la société.
Je crois qu'on doit humaniser la société avec nos moyens, mais aussi avec d'autres. Beaucoup de gens travaillent. Étienne l'a dit. Il y a des gens qui travaillent pour les migrants. Il y a des gens qui travaillent contre la pauvreté, contre l'exclusion. On le fait avec d'autres qui ont d'autres philosophies, d'autres religions peut-être. Et ça, c'est une chance. Et peut-être que ça, c'est la chance de l'histoire. Merci messieurs, il nous reste 20 secondes, 10 secondes à présent. Je vous remercie Luc Champagne et Étienne Piquet-Gauthier d'être venus à notre micro ce soir. On vous souhaite une bonne fin de soirée sur RCF. La suite avec le Journal National. Merci à vous. Merci.